Donc apprendre à s'écouter, ce qui est une longue histoire, puisqu'on n'a pas été éduqué à la liberté intérieure en Occident. Je m'appelle Tati Loers. En octobre 2017, la journaliste Isabelle Masson, notre Madame Nature belge, m'a interrogée sur mon parcours. À l'occasion de cette conversation téléphonique, je lui ai demandé l'autorisation d'enregistrer mes réponses afin d'en faire un podcast. Son article apparu dans le magazine de la chaîne bio bruxelloise Farm dans le cadre du mois anti-cancer. J'en parsèmerai des photos et le texte tout au long de la vidéo. Les liens seront indiqués dans les commentaires. Cela vous fera une petite acrobatie mentale de m'écouter pendant que vous lisez un texte tout à fait différent, mais le bénéfice des vidéos est qu'on peut les arrêter. Je profite d'ailleurs de ce podcast transformé en vidéo pour m'amuser avec le logiciel de montage que j'étudie pour l'instant. La première question d'Isabelle Masson était: quel a été votre parcours de santé avant et après la révolution alimentaire? J'ai commencé à 38 ans quand j'ai eu un cancer du côlon qu'on a opéré, mais je suis malade depuis que je suis née à peu près. Je n'ai pas fait attention à ma santé jusque-là, je me gavais de médicaments, je mangeais n'importe quoi, je vivais une vie de rat de laboratoire, mais à ce moment-là j'ai vraiment eu peur parce que mon dernier fils avait 2 ans et que dans ma famille on meurt jeune du cancer. Donc même si on croit à l'épigénétique, que je ne connaissais pas à l'époque, on pense à la génétique et donc j'ai fait mon génogramme à 3 générations, les femmes meurent du cancer jeunes. J'ai été attentive à prévenir une rechute, donc j'ai été opérée. Ça faisait 2 ans que la tumeur grandissait mais que les médecins ne voulaient pas me croire. Moi je courais les médecins en disant que j'avais le cancer et je pense que ils ne sont pas habitués à quelqu'un qui vient avec une grande voix forte leur dire j'ai un cancer, donc ils ne m'ont pas pris au sérieux sur ce temps-là, ça a bien grandi. Et les chimios se sont très mal passés, donc j'ai dû les arrêter et j'ai refusé les rayons. Donc je n'ai eu que l'opération et sachant que j'avais retiré 2 tiers de l'arsenal, j'ai entrepris de reconstruire la santé parce qu'à ce moment-là, après 40 ans de vie de maladie, j'ai compris qu'il fallait un tout petit peu construire sa santé. J'ai assisté à plein de colloques de nutrition grâce à une amie infirmière qui me donnait ses entrées et à plein de stages de macrobiotique, de cousmine. Enfin, j'ai fait tous les essais. On fait tous un peu pareil, c'est-à-dire on commence par les régimes les plus excessifs et puis on arrive après quelques années à se dire on peut arriver au juste milieu. Donc là, je suis en rémission depuis plus de 20 ans, alors qu'on me donnait quelques mois à l'époque. Et je pense que c'est parce que j'ai reconstruit ma santé, sachant qu'on a un terrain assez fragile dans la famille. Après, je suppose que les gens seront curieux de savoir qu'avez-vous fait, quel est le secret pour ne pas avoir de rechute, et il n'y en a pas, évidemment. On est à une période un peu difficile, je l'ai vu dans vos pré-questions là par mail, on est dans une période un peu difficile où grâce à Internet, on a accès à énormément de discoureurs et d'internautes qui écrivent ou qui publient des vidéos et qui ont des paroles tranchées avec des recettes faciles. Or, le cancer n'est pas un sujet facile et la santé n'est pas un sujet facile. Donc, on est tous tentés de trouver des recettes. Et j'ai fait une synthèse de tout ce que j'ai pu observer en médecine classique, en diététique et en alternutrition. Entre les plus excessifs comme les crudivores végés, les crudivores viandeux, et les plus sages comme la doctoresse Kousmine. Seconde question d'Isabelle Masson: qu'avez-vous retenu de tous ces essais? C'est très curieux, mais aujourd'hui, on pourrait faire un lien. Je ne suis pas une analyste politique, hein, loin de là, mais j'aime beaucoup la politique et j'écoute beaucoup France Inter, donc je connais la politique française. Et je vois que là, on est dans une période où il n'y a plus de fondamentaux. Voilà, on a perdu les fondamentaux et on court dans tous les sens. C'est la même chose. Donc je ne vais pas passer 10 minutes là-dessus, mais on pourrait s'amuser à projeter le choix entre Macron et Mélenchon et Marine Le Pen dans la cuisine. On est dans le même état en cuisine, on a oublié les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est nos aïeux.
mais ce sont aussi les naturopathes et les diététiciens sérieux qui nous ont précédés. On dirait que maintenant, on écoute des personnes qui tombent de la lune. On est debout sur les épaules de géants, donc nous sommes des nains debout sur les épaules des géants, mais on a oublié les géants. Alors, je pense que si on revenait aux fondamentaux, on aurait plus de chances de s'ancrer dans le sol plutôt que de se laisser porter par des vagues, une vague chassant l'autre. Et ça nous mène dans des fouillis intérieurs considérables. On n'arrive pas à s'y retrouver et encore moins à s'écouter. Et dans les fondamentaux, moi je suis plus attirée par les naturopathes, qu'on peut appeler naturologues, comme Kousmine, Pasbeck, Masson. On a la chance d'avoir encore un de ceux-là qui vit, c'est Robert Masson, donc qui fait partie des fondamentaux à mon avis. On a quelques Américains aussi, mais moi je pense que, s'écouter, donc apprendre à s'écouter, ce qui est une longue histoire, puisqu'on n'a pas été éduqué à la liberté intérieure en Occident, donc on n'a pas tendance à s'écouter, et de deux, revenir aux fondamentaux. Ce que j'ai développé dans mon propre périple, c'est 3 critères. Quand on m'énonce qu'il y a une nouvelle méthode mirifique, prenons le cru par exemple, puisque j'ai été crudivore, j'ai une petite dent contre le crudivorisme, pas les crudivores, mais le crudivorisme, parce que j'ai failli y laisser ma peau et que j'ai été très naïve d'écouter des gourous à ce moment-là. Je n'en veux pas à ces gourous, c'est moi qui ai été sotte de les écouter. Donc prenons le crudivorisme. Voilà, c'est un truc merveilleux, vous allez vivre 120 ans de plus si vous mangez cru, enfin vous connaissez tous les discours un peu excessifs. D'abord, je me pose la question de l'historique. Est-ce qu'il y a une société qui a pratiqué ce mode alimentaire, société qui est restée longève et prospère? En crudivore, non, il n'y en a pas. Oui, il y a les singes, mais on n'est pas des singes. Deuxième critère, est-ce qu'il y a des démonstrations scientifiques sur lesquelles on peut se reposer et des démonstrations qui sont cohérentes, logiques et répétitives? Non, il n'y en a pas sur le crudivorisme. 3. Est-ce que sur le terrain, on observe des effets positifs et durables? Donc là, je reviens aux fondamentaux. Est-ce que Kousmine, Pasbeck, Masson, les hygiénistes allemands, tous les grands, ont eu des effets durables? Non. Ni reproductibles, ni tenables en société. Et quand un de ces 3 critères n'est pas respecté, ça flanche déjà, mais quand les 3 ne sont pas respectés, je considère que ce n'est pas un mode alimentaire durable. En revanche, quand quelqu'un essaye le crudivorisme, il quitte la malbouffe, il quitte l'alimentation dévoyée, le fait qu'on mange n'importe quoi. Quand on est en rue, on passe devant une pâtisserie, on achète n'importe quoi. En crudivorisme, on ne peut plus manger tout ça, puisqu'il n'y a quasi rien de cru à vendre dans les boulangeries, pâtisseries. Quand on est crudivore végétarien, on ne peut même pas s'arrêter devant une boucherie. Donc ça réduit très très fort les choix et on est obligé de penser sa cuisine. Alors que normalement, on ne pense pas, on se laisse porter par le vent. Donc au début, on quitte la malbouffe, on quitte même l'alimentation qu'on croit saine, de terroir, avec beaucoup d'additifs et de résidus de production. Et souvent, les crudivores partent vers le bio. Donc ils ont tous les avantages de manger des aliments sains, crus et nus. Et au début, on a un effet de drainage extraordinaire, on a comme un flash de toxicos, et c'est le même principe que les toxicos, qui vont rechercher le premier flash et qu'ils ne trouveront plus, parce que voilà, c'est le premier flash. Et en crudivorisme, 15 jours, 3 semaines, c'est formidable. Là où ça pose souci, c'est les gens qui tiennent longtemps. Donc moi, je n'écris sur mon blog et dans mes livres que pour les gens qui ont passé 3 mois et qui se disent maintenant, je me pose une question, ça ne va plus. Je commence à être fragilisé, je suis frileux, je perds mes cheveux, il y en a qui perdent déjà leurs dents après 3 mois. Et à ce moment-là, je leur donne les outils pour s'en sortir. Et puis ceux qui veulent continuer à écouter leur gourou sont les bienvenus. Moi, je suis toujours là pour le moment où ils voudront sortir de cette petite querelle religieuse, en gros. C'est vraiment presque entrer en religion que d'aller dans des régimes nutritionnels excessifs. Donc, j'ai pris le crudivorisme, je pourrais prendre la même chose avec les véganes. Il n'y a pas de société végane longève et prospère. Il y a juste les Jains en Inde. Qui meurt en moyenne à 58 ans. Donc c'est pas prospère et longève. Et en revanche, on a une cohorte de 1 milliard de nos aïeux qui nous démontre que si on mange
des aliments sains de terroir près de chez nous. Donc si on est au bord du littoral, on mange des poissons. Si on est à la montagne en Suisse, on prend des laitages. Si on est dans la pampa, on prend de la viande. Et si on mange des aliments sains qui sont de notre terroir, qui ne sont pas chargés en résidus d'élevage ou de production, et qu'on fait des cures de temps en temps, nos aïeux avaient tous des systèmes de carême, si on regarde tous les systèmes, toutes les sociétés, là on peut se dire on se donne tous les atouts pour avoir une alimentation saine et qui va nous protéger, non pas nous protéger, qui va nous donner les outils pour pouvoir se défendre contre des agressions. Troisième question, que conseillez-vous en général en matière diététique ? Je suis arrivée à ce que j'estime le juste milieu, c'est-à-dire que je ne prône plus de régime excessif comme ceux que j'ai pratiqués au début. Donc au début, comme tout le monde, je suis passée végétarienne parce que j'étais convaincue par mon médecin, par tout le monde qu'il fallait devenir végétarienne. Et puis j'ai essayé végé crudivore, donc macrobiote, puis végé crudivore. Puis je me suis rendu compte, à la faveur d'une autre maladie qui est apparue en 2000, la rectocolite ulcéro-hémorragique, qui est une maladie auto-immune des intestins, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi, ni végé ni crudivore. Je m'affaiblissais au point que je faisais mes prières le soir avant d'aller dormir, tellement j'étais fragilisée. Et j'ai mis quelques années, si je devais calculer, c'est 5-7 ans, à vraiment accepter que je devais écouter mon corps et pas les grands discoureurs. Alors j'ai beaucoup de compassion, dans mes livres et dans mes écrits, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont dans cette recherche actuelle, que moi j'ai fait à l'époque, parce qu'imaginez que je suis une tête dure, je suis quelqu'un qui est très catégorique, et malgré ça, j'ai mis 5 ans à 7 ans à écouter ce que mon corps demandait plutôt que de suivre des gourous. À l'heure actuelle, comme les gourous pullulent sur Internet, c'est très difficile de faire son choix et d'écouter sa voix propre et de se tenir droit et vertical face à sa propre nature. Quatrième question, où conseillez-vous d'acheter au principal ? Les nourritures vraies doivent-elles toujours être bio ? Plus il y a d'intermédiaires, plus on a de risques d'avoir des petites filouteries qui passent au travers. Et là, je pousse à aller visiter les fermes où on achète et aller visiter les maraîchers qui fournissent les GAC ou les AMAP. C'est pas difficile, on fait une sortie en famille et puis ils sont contents de voir du monde parce que les agriculteurs sont assez isolés finalement. Donc ils ont plaisir à montrer la fierté qu'ils ont à produire ce qu'ils font, mais aussi à voir du monde et avoir des échanges. Cinquième question. Animez-vous des séminaires ou des ateliers pour faire connaître cette approche ? Je donnais jusqu'à il y a 3 ans des stages, des séminaires de ce que j'appelais audit nutritionnel pour les thérapeutes et les praticiens ou les férus de nutrition. Les audits nutritionnels, c'est un concept que j'avais développé parce qu'il n'y avait pas de nom, c'est un peu froid comme concept, mais ça consiste à étudier avec recul et la tête froide, comme le fait un auditeur en entreprise, la situation de santé et nutritionnelle d'une personne X à un moment donné. Et l'orienter vers soit un médecin, soit un praticien alternatif, soit un psychologue, si on se rend compte que l'alimentaire n'est vraiment pas son souci, ou l'orienter vers un coach alimentaire qui va guider cette personne vers le mode alimentaire qui lui convient le mieux. Si elle n'a pas le temps de s'écouter, de prendre le temps d'apprendre à s'écouter, j'ai aussi une option qui s'appelle profilage et qui permet de définir selon le groupe sanguin, le profil Ayurveda, le typage métabolique, ce qu'on mangeait petit et puis 2-3 autres critères qu'on utilise. Selon certains critères, je peux orienter la personne vers ce qui, à mon avis, est son mode alimentaire optimal. Entre parenthèses, vegan, ça convient à 1 personne sur 10, donc il ne faut pas être contre le vegan. Mais j'ai donné ces cours jusqu'il y a 3 ans et j'ai remis ces cours en Belgique à Maya de Decker et en France à Gabriela Tamas qui organise les séminaires à ma place. Et Gabriela les fait en ligne aussi, pour les gens qui ne sont pas proches de chez elle à Angers.
mais Maya les fait à Braine-le-Comte chez elle. Donc en fait Maya est une physicienne qui a voulu changer d'orientation à un moment donné. Il se fait qu'elle a eu une approche de la nutrition par les mêmes voies que moi, les nourritures vraies, via la Weston Price Foundation, et des résultats merveilleux sur ses enfants. Et elle est venue suivre mes séminaires après avoir lu mes livres. Elle ne comptait pas donner des audits ni reprendre mes cours, mais voilà, elle a bien accroché, et moi j'ai bien accroché avec elle parce qu'elle a cet esprit de physicienne qui est rationnel et rigoureux. En naturopathie, on a un monde qui est très ouvert à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, mais qui parfois a un peu tendance à être créatif en émettant des postulats sans les documenter. Et Maya, elle est plutôt comme moi, elle cherche toujours à documenter, elle s'adresse plutôt à des esprits d'ingénieurs, entre guillemets. Et puis après, elle peut aussi parler en souple, elle peut entendre tout ce qui est aussi alternatif. Et c'est moi qui lui ai proposé, en voyant à quel point elle était dans la même mouvance que moi, c'est-à-dire, c'est assez difficile d'être sans croyance en nutrition, puisque c'est de la religion. La nutrition est de la religion. Et moi, je n'ai pas de croyance en nutrition. Je regarde comment se comporte la personne, comment son corps réagit, et si elle me dit qu'elle va bien en ne mangeant que des gaufres du Lidl, je lui dis continuez. Si elle me dit qu'elle ne va bien qu'en mangeant vegan cru, c'est exceptionnel, mais continuez. C'est une analyse de la situation qui va permettre de donner ça. Et c'est très très difficile de ne pas avoir de croyance personnelle. Oui, mais il faut au moins manger bio, il faut au moins ne pas cuire au micro-ondes. Ben non, si on voit que la personne va bien en faisant ce que nous on appelle n'importe quoi, pourquoi pas la laisser faire et l'orienter vers une autre parcelle de l'hygiène de vie, comme le yoga, la méditation, la symbolique des maladies. Et Maya me semblait la mieux à même de faire ce travail-là, et elle est comme moi dans la mesure où elle n'a pas un esprit très marketing. Donc elle fait les choses comme il faut, comme on le fait en bio. Si ça lui semble juste, elle le fait, mais elle ne fait pas les choses pour de l'argent. Voilà tout ce qui a fait que j'ai souhaité remettre mon petit business à Maya. 6e question, pourquoi continuez-vous à écrire ? Je continue à écrire parce que j'ai formé 300 personnes à l'audit nutritionnel, mais il y en a peut-être 50 qui l'utilisent dans leur pratique. Et j'écris pour leur donner des outils pour répondre à leurs clients ou leurs patients. Et j'écris parce que j'aime écrire. Là, je publie très très souvent sur mon blog. Là, j'ai tout un dossier sur la diète cétogénique qui est très conseillée pour le cancer à l'heure actuelle. Et c'est toujours le même principe. Je joue mon petit Jiminy Cricket, la bonne conscience de Pinocchio dans Walt Disney. Et c'est comme le vegan, il y a des gens qui foncent dedans tête baissée, et moi je mets des barrières. La diète cétogénique, pour qui, pourquoi, quand, il y a des paramètres qui permettent de choisir la cétogénique ou pas dans certains cas de cancer. Et à l'heure actuelle, c'est la grande mode. Tous les cancéreux devraient pratiquer la diète cétogénique. Et on oublie Kousmine, et on oublie Gerson, et on oublie tous les gens qui ont eu de très très beaux succès avec les cancéreux sans diète cétogénique. Donc voilà, moi je fais la Jiminy Cricket de l'histoire et de la géographie de la nutrition. Quelle est la particularité de vos livres de cuisine ? Donc, j'ai dû, à 40 ans, apprendre à cuisiner, apprendre à acheter des aliments sains, apprendre à écouter mon organisme, parce que jusqu'alors j'étais bétonnée, j'écoutais rien, puisqu'il fallait que je fonce et que je travaille malgré cette fragilité chronique. Et j'ai développé un système dans mes livres, j'ai essayé de développer un système pour les personnes qui sont dans l'état où moi j'étais à 40 ans, c'est-à-dire que je n'avais pas vu ma mère cuisiner, je n'avais pas d'intérêt pour cuisiner, je préférais faire 1000 autres choses, et j'ai développé un système que j'appelle le planning minimax, la cuisine des Jules, enfin il y a plusieurs noms que j'utilise pour les gens qui sont dans la même situation que moi. Merci à Formidable, le magazine des magasins fermes à Bruxelles, et merci à Isabelle Masson qui résume on ne peut mieux ce que je voudrais apporter à la communauté en nutri et en bio. Je lis l'accroche de son article qui était déjà incluse au début de la vidéo. Histoire de ne pas tomber dans la schizophrénie, je transposerai ce texte à la première personne.
Apprendre à s'écouter, oser poser un regard critique sur les discours de nutrition à la mode et retourner à des aliments vrais, si possible locaux et bio, ce sont quelques-unes des clés que j'assemble depuis plus de 20 ans dans mes livres. Un trousseau d'accès alimentaire à la santé que je ne cesse d'améliorer et d'enrichir pour aider ceux qui le souhaitent à se sortir eux-mêmes sans gourou des dédales nutrithérapeutiques. Si vous êtes amateur d'autres parcours alimentaires, rendez-vous sur la playlist Rencontre de la chaîne Cuisine Nature.